Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. Au printemps 1789, un spectacle unique se joue dans le royaume de France, géant démographique et géographique dans une Europe morcelée. Environ 60 000 cahiers de doléances, selon les estimations des historiens, font monter à Versailles les voix multiples, attestant la multiplicité des prises de parole. Le peuple n'est ni ignare ni démuni, il a eu vent des affaires politiques et sait comment construire un rapport de force vis-à-vis du pouvoir. C'est un événement exceptionnel, qui ne s'était plus produit depuis 1614, soit 175 ans. Que demande le peuple ? Le 24 janvier 1789, une lettre portant le sceau du roi invite ses sujets à lui écrire librement leurs plaintes. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances, écrit le roi à son peuple. Qui parle exactement au printemps 1789? Qui écrit ces 60 000 cahiers? De par le règlement du 24 janvier 1789, tous les sujets masculins âgés de plus de 25 ans, ayant un domicile et étant inscrits sur un quelconque acte de contribution, étaient invités à se réunir entre le 1er et le 3e dimanche du mois de mars pour rédiger leurs requêtes. Chaque ordre avait droit à un ratio de 2 députés pour 100 personnes, désignés pour se rendre dans les bailliages secondaires, au nombre de 1200, et y collecter les premières versions des cahiers. Ces doléances, une fois réécrites, étaient portées aux bailliages principaux, au nombre de 400, où se réunissaient les assemblées des droits ordres qui, séparément, allaient réaliser des synthèses des cahiers à confier enfin aux députés élus pour porter l'ensemble des doléances au roi. Dans le cérémonial respecté de Versailles, chaque ordre représentait 12 cahiers, soit 36 volumes, et devait les déposer aux pieds du souverain. Les travaux historiques des dernières 40 ans ont entièrement renouvelé une approche stigmatisante, qui réduisait ces milliers de pages à des modèles préparés dans leur majorité par la bourgeoisie urbaine, pour leur redonner toute leur importance. Il n'est pas besoin d'avoir lu les philosophes pour prendre conscience des ressorts de la domination et les rejeter. Demandons que les laboureurs iraient au moulin où bonne leur semblerait. Face à cette phrase au style rudimentaire des paysans de Singlin-Penguilly, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, tout lecteur comprend qu'il se trouve à la base d'une des revendications essentielles que réclame la France entière. La liberté, accompagnée de la fin de la féodalité. Les paysans s'expriment avec leur vocabulaire au ras du sol. Quelles sont les principales doléances des Français ? D'abord, un pays qui se dresse entier contre le régime fiscal dont il ne veut plus. C'est en clair une transformation totale des institutions du royaume de France par l'égalité de tous devant la contribution qui est demandée. Les cahiers frémissent d'une autre demande globale et constante. Les Français, dans leur majorité, puisque 98% d'entre eux constituent le tiers-État, refusent l'organisation sociale héritée du Moyen-Âge et ne supportent plus que leur naissance leur assigne une place d'inférieur dans la société. La troisième grande réforme concerne la justice. Elle est perçue comme violente et source de déchirement de la société française au lieu d'apaiser et de réconcilier. Aux yeux du peuple, la justice rendue est injuste, cruelle et barbare. La quatrième doléance, qui lie l'ensemble des cahiers, repose sur la demande de liberté, non sans contradiction, entre liberté ancienne à défendre et liberté nouvelle à inventer. Certaines femmes, par exemple, contournent l'interdiction tacite qui leur est faite de prendre la parole officiellement dans les cahiers et décident d'écrire directement au roi. Conscientes des enjeux socio-économiques et observatrices de la manufacture en mutation, avec la transformation des métiers à tisser, avec l'arrivée des jeunes hommes des œuvres et des campagnes, elles demandent le plus souvent que des professions leur soient réservées. D'autres cahiers, plus radicaux, demandent que cesse l'esclavage aux Antilles, ou que les indigents soient reconnus dans leurs droits naturels et politiques. Vient ensuite la part constructive des cahiers. Ces milliers de feuilles respirent l'espoir de restaurer le monarque dans toute sa dignité, l'envie de construire un autre pays, la volonté de réinventer la France. La France peut et doit changer. L'utopie d'un pays transformé est pensable, possible.
Une nation jeune, enthousiaste, généreuse, libre, égalitaire, réunie en une communauté d'intérêts, est en train de naître en un formidable effort de politisation collective. Pour cela, le pays doit se donner des fondements stables en écrivant une constitution rédigée par une assemblée nationale. Dans bien des cahiers, des demandes sidérantes de modernité apparaissent. Certains exigent que les prêtres se marient. D'autres demandent que le divorce soit adopté pour sauver les femmes de maris libertins. Certaines communautés demandent une éducation nationale, libre et obligatoire pour les enfants des deux sexes. L'attente heureuse et confiante est perceptible. Il s'agit d'abord de fonder une nation, unie au sommet par l'alliance du roi avec son assemblée pour rédiger les lois et unifier le pays. En revanche, il faut respecter les libertés locales. Le pays veut devenir les États-Unis du Royaume de France. Une monarchie unie par un État enfin existant, autrement que par le corps du roi, mais par le corps réuni des citoyens, de leurs représentants et du monarque, les trois corps ne faisant plus qu'une seule nation fédérée.